Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un item absolument incontournable pour l'EDN, l'arrêt cardio-circulatoire. L'objectif ici, c'est de se construire ensemble une base de connaissances vraiment solide. On va commencer direct avec un chiffre qui fait froid dans le dos. 2 à 4%. C'est le taux de survie sans séquelles neurologiques graves après un arrêt cardiaque en dehors de l'hôpital. Ça vous pose tout de suite l'enjeu. Chaque seconde, mais vraiment chaque seconde, est absolument cruciale. Alors, pour y voir clair, voilà le plan de vol. On va d'abord voir pourquoi c'est une urgence absolue, ensuite comment on reconnaît l'arrêt et comment on déclenche la fameuse chaîne de survie. Puis on parlera des causes, des principes d'action, de la prise en charge plus avancée, et on finira sur quelques cas particuliers et questions éthiques. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Première section, pourquoi est-ce qu'on parle d'urgence absolue? C'est essentiel de bien poser les bases. En fait, le point crucial, c'est que l'arrêt cardiaque coche toutes les cases du sujet majeur. C'est fréquent, c'est d'une gravité extrême, et sans une action dans la minute, le pronostic est catastrophique. Donc le message à retenir ici, c'est que ça doit être un réflexe. On ne réfléchit pas, on agit. Ok, maintenant qu'on a posé le décor, voyons comment on passe du constat à l'action. C'est tout l'enjeu de cette deuxième partie. Comment on reconnaît le problème et on active tout le système de soins. La grande question, c'est comment on est sûr que c'est bien un arrêt cardiaque? Eh bien, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple qu'on l'imagine. Et c'est fait exprès pour que n'importe qui puisse agir. C'est aussi simple que ça. Il y a 2 signes et c'est tout. Premièrement, la personne est inconsciente, elle ne répond pas. Deuxièmement, elle ne respire pas ou alors elle a une respiration complètement inefficace. Des espèces de hoquets qu'on appelle des gaspes. Si vous avez ça, c'est un arrêt cardiaque jusqu'à preuve du contraire. On oublie la recherche du pouls. Bien sûr, il y a une définition officielle de l'OMS, plus formelle. Mais ce qu'il faut retenir pour la pratique, ce sont vraiment les 2 signes cliniques. Chercher un pouls, c'est une perte de temps précieuse et c'est une source d'erreur, même pour les soignants. Et ça nous amène au facteur qui domine tout le reste. Le temps. Cette citation le dit très bien. Tout se joue dans les toutes premières minutes. Ce qui nous amène à 2 concepts fondamentaux, le no-flow et le low-flow. C'est très facile à comprendre. Le no-flow, c'est le pire scénario possible. C'est le temps pendant lequel le cœur est arrêté et personne ne fait rien. Le cerveau n'est plus irrigué. Le low flow, c'est quand le cœur est arrêté mais que quelqu'un a commencé un massage cardiaque. Ça ne remplace pas un cœur qui bat, mais ça maintient un petit débit sanguin qui permet de préserver le cerveau en attendant les secours. L'objectif numéro 1, c'est donc de réduire le no flow à 0 ou presque. Et pour que tout ça fonctionne, il faut une organisation parfaite. C'est la chaîne de survie. Imaginez des maillons. Si un seul d'entre eux est faible ou casse, toute la chaîne s'effondre. Il faut alerter tôt, masser tôt, défibriller tôt, et ensuite la prise en charge spécialisée prend le relais. Chaque étape est vitale. Bon, on sait reconnaître, on a compris l'importance du temps. Maintenant, une question logique. Mais pourquoi le cœur s'arrête-t-il? Et qu'est-ce qu'on fait concrètement au début? Chez l'adulte, la réponse est assez claire. Dans l'immense majorité des cas, à peu près 80%, la cause est cardiaque. Et le plus souvent, c'est un problème de maladie des artères coronaires, typiquement un infarctus du myocarde. Les autres causes existent bien sûr, mais elles sont bien moins fréquentes. Quand le cœur s'arrête, il ne s'arrête pas toujours de la même façon sur le plan électrique. Souvent, c'est une véritable anarchie électrique qui s'installe. Et l'électrocardiogramme va nous montrer 2 grands cas de figure. Et là, on est au cœur de la stratégie initiale. Il y a d'un côté les rythmes choquables, le cœur est dans un chaos électrique, il fibrille, mais il y a toujours une activité. Là, un choc électrique peut tout rebooter. Et de l'autre côté, les rythmes non choquables. Soit le tracé est plat, c'est la systolie, soit il y a une petite activité électrique mais qui n'entraîne aucune contraction. Dans ces cas-là, choquer ne sert absolument à rien. Ce schéma résume parfaitement la logique. Si le problème est une anarchie électrique, la solution est un choc électrique. Le but est de remettre tous les compteurs à zéro pour permettre au cœur de repartir sur un rythme normal. Ok, passons maintenant à l'étape d'après, l'arrivée des équipes médicalisées, comme le SMUR. Qu'est-ce qu'ils apportent en plus du massage et de la défibrillation? Le premier médicament qui vient à l'esprit, c'est l'adrénaline. Mais attention, son rôle est souvent mal compris. Son but n'est pas de faire repartir le cœur magiquement. C'est un vasoconstricteur très puissant. Il va resserrer les vaisseaux périphériques pour que le peu de sang qu'on fait circuler avec le massage aille en priorité aux organes nobles, le cœur et le cerveau. En bref, l'adrénaline rend le massage plus efficace.
L'autre médicament important, c'est l'amiodarone. Lui, c'est un antiarythmique. On l'utilise quand on a un rythme choquable qui est réfractaire, c'est-à-dire qui ne répond pas au choc électrique. L'amiodarone va tenter de stabiliser le système électrique du cœur pour que le prochain choc ait plus de chances de fonctionner. Et pendant toute la réanimation, l'équipe n'arrête pas de se poser une question cruciale. Pourquoi cet arrêt est-il survenu? Il faut chercher et crêter la cause. Si c'est un infarctus massif, il faudra peut-être aller en urgence en salle de coronarographie pour déboucher l'artère. Traiter la cause est fondamental pour la survie à long terme. Pour finir, on va aborder 2 points très importants, les spécificités chez l'enfant et la question éthique, très difficile de savoir quand on doit arrêter la réanimation. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'enfant n'est pas un adulte en miniature. C'est un changement complet de paradigme. Chez l'adulte, la cause est cardiaque, donc on masse en priorité. Chez l'enfant, la cause est quasi exclusivement respiratoire. Le cœur s'arrête parce qu'il a manqué d'oxygène, donc la priorité absolue chez l'enfant, c'est la ventilation. Il faut lui redonner de l'oxygène. C'est sans doute l'une des questions les plus complexes et les plus lourdes de la médecine. Jusqu'où faut-il aller ? À quel moment la réanimation devient-elle de l'acharnement, ce qu'on appelle de l'obstination déraisonnable? La décision d'arrêter n'est jamais prise à la légère, ni par une seule personne. C'est une décision d'équipe, collégiale, qui se base sur le concept de futilité des soins. On prend en compte plein de facteurs, la durée du no-flow, l'âge, les maladies du patient, la cause de l'arrêt. L'idée est d'éviter de sauver une vie à tout prix si c'est pour aboutir à un état neurologique catastrophique. Voilà, pour conclure, si vous deviez retenir quelques messages clés, ce serait cela. 1. Le diagnostic est clinique. Il est simple, inconscient, plus ne respire pas. 2. La chaîne de survie est absolument fondamentale. 3. L'action, c'est masser efficacement et défibriller vite si c'est indiqué. 4. Le pronostic est directement lié à la durée du no-flow. Au final, c'est un diagnostic simple qui débouche sur une prise en charge complexe, certes, mais très bien codifiée, qui doit devenir un véritable réflexe.